J'ai oublié. Mais la diapo. Voilà, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah oui, des fois on oublie, hein, c'est ce qui est des choses, c'est les aléas du direct. En tout cas, salut tout le monde, enfin on n'est pas en direct, mais vous avez compris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. J'ai posé le téléphone là-bas, sinon on va entendre des échos de malades et j'ai pas très envie. J'espère que vous allez bien. En tout cas, dans ce mercredi, oui, vous avez vu, entre une journée, les choses ont évolué. Mes cheveux sont tout bonnement tombés et oui, vous avez pu vous en rendre compte. Pour ainsi dire, bon, j'ai toujours un peu d'embonpoint, mais bon, à la limite, ça, il paraît que ça prend plus de temps que de se couper les veuches, pour ainsi dire. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. C'est le jour des enfants, et bah justement, les enfants, c'est un peu comme des rookies, c'est un peu comme des personnes qui seront sans doute la future génération de demain. Et bah, question-réponse, est-ce que NXT 2.0 nous a offert de la confiance au niveau de la génération de les futurs superstars de la WWE? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce fameux show qu'on a eu, donc NXT 2.0, qui vous a été proposé. Alors, on reviendra bien évidemment sur le main event et la victoire notamment de Carmelo Hayes sur Isaiah Soar Scott. Notamment, on reviendra aussi sur ce qui s'est passé avec Hit Row et ainsi de suite et ainsi de suite. On parlera également de Mandy Rose qui a fait un segment et justement on en reviendra là-dessus. Ingrid Hartwell et sa copine dont j'ai oublié le nom qui s'appelle Pieta quelque chose. Également, on reviendra d'ailleurs sur ce petit moment pour ainsi dire. On reviendra aussi sur Kyle O'Reilly et on reviendra d'ailleurs aussi sur plus la globalité des jeunes au sein de la WWE. Thomas Ciampa versus Joe Gacy aussi. Notamment, là vous la voyez en filigrane, en superposition. On le voit, cette image qui m'a globalement étonné, clairement, qui m'a globalement étonné. Une autre image d'ailleurs qui m'a étonné, on reviendra d'ailleurs là-dessus. Et on reviendra bien évidemment sur le match qu'ils ont eu lieu, pour ainsi dire. Bon allez, on va commencer tout de suite, trêve de bavardage. Il est l'heure de lancer la diapositive. La première diapositive qu'on va parler, c'est bien évidemment la victoire de Carmelo Hayes, qui est donc devenu le nouveau North American Champion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment concrètement? On va revenir là-dessus. Alors, première chose, donc au début, donc à peu près au début du show, je crois que c'était après le match entre Thomas Ciampa et Joe Gacy, il se passe que les Legado del Fantasma attaquent donc les Hit Row et embarquent concrètement Adonis, B-Fape et j'ai oublié le dernier, j'ai plus son nom. Et à ce moment-là, donc ils les mettent dans une fourgonnette et les mecs, on sait pas ce qu'ils sont devenus, ils sont partis plus jamais. Alors, moi déjà, première chose qui m'a étonné, c'est que c'est carrément un enlèvement, hein, clairement. Il n'y a personne qui prévient la police. À un moment donné, voilà, la WWE, vous pouvez vous faire enlever, c'est pas un problème. Mais d'ailleurs, ce qui j'ai trouvé, d'un côté, bon là, j'ai bien sûr, je fais un peu de blague, et ça m'a fait penser notamment à ce qui s'était passé au début avec les Legado del Fantasma, souvenez-vous, quand vous aviez deux mecs masqués qui vous prenaient les personnes, qui les embarquaient dans des voitures, et au final, on les retrouvait probablement jamais. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant de revenir finalement à l'écorce de ce qui s'était passé avec Santo Escobar. C'est que Santo Escobar, souvenez-vous, au début, tout le monde ne sait pas que cette équipe, c'est lui le leader, on ne sait pas du tout ça. Et concrètement, il va y avoir aussi l'arrivée, bien sûr, d'Electra Lopez, qui arrivera beaucoup plus tard. Alors, clairement, quand on regarde finalement ça, on se dit, voilà, c'était pas mal. Au niveau, le match aussi était très très bon. Franchement, le main event était de bonne qualité. Et d'ailleurs, il y a une note aussi que je voulais dire, c'est que la WWE m'a surpris. Et dans le bon sens du terme, messieurs. C'est-à-dire que moi, je m'attendais réellement à avoir un... Alors, certes, on commence petit à petit à comprendre ce qui va se passer, mais au moment où... Moi, je m'attendais vraiment à ce que Santo Escobar y gagne, et qu'au final, on clôture l'histoire et c'est fini. Il n'était pas drafté à Raw ou SmackDown, il y avait quand même des chances. Et là, il va se passer que du côté de la WWE, je me rends compte, j'ai mis mes chaussettes là, c'est dégueulasse. Voilà, voilà, c'est. Ouais, oh, ça va, à un moment donné, je viens de rentrer, à un moment donné, oh, ça va, me jugez pas. Hein. Ne me jugez pas. Hein. Vous feriez pareil avec vous-même. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que clairement, vous avez donc la WWE, pour revenir à ce que je disais. Donc, c'est bien qu'ils aient pris un élément de surprise. C'est-à-dire que là, vous avez Carmelo Hayes et son pote qui arrivent, qui s'en prennent donc aux deux qui étaient aux côtés de lui. Alors, je me souviens jamais des deux comparses qui sont avec Santo Escobar. Et là, à ce moment-là, je dis, mais c'est génial. C'est génial parce que ça veut dire en clair
que les mecs, à un moment donné, ils sont là. Mais il y a quand même un petit bémol, voilà. Et après, Carmelo Hayes, il gagne pas tout de suite en plus. Alors, il le fait en mode cash mallette. À un moment donné, on a vu le remake de la mallette. Moi, j'ai eu envie de dire à ce moment-là, fais un Money in the Bank. Hein, parce que c'était limite le remake de Money in the Bank que t'as fait. Là, c'est vrai que c'était quelque peu gênant. Bon, après, pas gêné plus que ça, voilà. Il y avait quand même eu un phénomène de suspense qui avait eu lieu parce que Carmelo n'a pas gagné tout de suite. Et après, il gagne donc le titre North American. Et je me suis dit, ah, ça c'est bien. Voilà, en tout cas, le storytelling était bien amené. Il y a eu un élément de surprise qui a été mis en place. On avait même oublié, d'ailleurs, ce qui est intéressant. Alors, c'est que le fait qu'ils aient eu un match pour les ceintures par équipe la semaine dernière nous a fait carrément oublier que le contrat n'avait pas été encaissé. Et ça, c'est fort aussi, parce que nous, on est là, on se dit, ouais, vas-y, le contrat va être encaissé. Non, non, il n'était pas encaissé. Le contrat était toujours pas encaissé. Il avait été, juste, c'était un match qui avait été proposé par les officiels de la WWE, notamment de NXT, d'où le fait que, voilà, c'est comme ça que les choses devaient être faites. Et puis, il va se passer aussi, alors, voilà, donc franchement, tout était super bien amené, le main event était très très bon, et j'ai trouvé ça très sympa. Par contre, j'ai quand même un bémol. J'ai quand même un bémol parce que le fait que Carmelo Hayes se la joue face, ça colle pas. Pourquoi? Parce que tout au long des diverses semaines, on a le sentiment que Carmelo tangue vers le heal, est vraiment heal. On le voit, il a des réactions de heal, il se comporte comme un heal, il est vraiment heal. Et le truc, c'est que là, il va aider Isaiah, donc il va l'aider. Il va s'en prendre à... Et finalement, il s'en prend à lui. Et c'est pas totalement une surprise. Alors, je peux comprendre que le fait, il fallait bien trouver une solution. Moi, j'aurais préféré, la vérité, que Carmelo cache le truc. Enfin, putain, cache le truc à l'ancienne. Voilà, il arrive, il pose son contrat, il met le titre, il gagne. Voire même après, lui, le mec à côté à droite, il s'en prend à Isaiah, il le défonce comme jamais, et Carmelo finit le travail. Ça aurait pu être plus logique. Voire même, tu vois, il arrive comme ça, il fait. Bah, voilà, mais il est comme ça en mode ouais, arrête, putain, qu'est-ce que tu fais là? Et après, il lui fait hey, si, il montre ça, il lui fait tu veux ça ou pas? Et là, poum, il lui met la patate, et puis voilà. Voilà. C'est comme ça que moi j'aurais fait. Bon, après, clairement, c'est du pipi de chat. Moi, je vais te dire, le match était très bon, on va dire tout ce qui s'était passé. Carmelo a vraiment un grand talent, hein. Je le trouve très intéressant comme personnage. J'espère que juste la fusion entre les deux vont pouvoir faire quelque chose de bien. Et en plus, ça va donner aussi, parce que maintenant qu'il est heal, ça va donner aussi peut-être une ouverture et ajustement ce qui pourrait être proposé. Deuxième chose qu'on va parler, alors ça aussi, c'est un élément très intéressant aussi qu'on est. Donc on va revenir au tout début du show. Donc Tommaso Ciampa a affronté donc Joe Gacy dans un bon match aussi. Enfin, franchement, on a franchement eu un bon match. Tommaso franchement a fait son match. Joe, je le trouve très intéressant. Certes, il a ce côté, comment ils appellent ça? Attendez, je vais vous donner le nom. Typiquement, voilà, attendez, je vais vous trouver le titre, comme ça c'est vraiment le bon titre que je vais utiliser. Alors, donc pour revenir à ce que je disais, il commence avec son segment, son speech qu'il fait d'habitude, et à partir de là, il parle attendez, de déséquilibre, d'espace de sécurité, d'inclusivité, enfin il dit toujours les mêmes choses. Et il se passe qu'il a son match, qui au demeurant est très bon, très très bon, il met un petit enjeu. Et là, à ce moment-là, il y a un événement qui se passe, c'est que Joe Gacy, Parker Boudreau, donc celui qui est à gauche, s'en prend finalement à Tommaso Ciampa et le défonce. Joe Gacy veut aider Tommaso, et à ce moment-là, Parker Boudreau attrape Joe Gacy, et là, il met sa main sur le visage de Parker Boudreau, et là, à ce moment-là, il se relâche, et il s'en va. Et là, tu te dis, et alors là, Joe Gacy veut aider Tommaso Ciampa, mais il le repousse, et il y a une deuxième image, j'ai pas pu la trouver. La deuxième image, c'est quand tu vois Joe Gacy tomber au sol, il est hilar, il est mort de rire. Et j'ai trouvé que c'était aussi aussi une image très intéressante. C'est-à-dire que le match en lui-même, oui, on lui a pas offert le match de championnat, ok, mais était-ce vraiment important? Était-ce vraiment important? Mais par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est déjà cette image que vous voyez là. On a le sentiment que Joe
a l'air de d'attendrir, de calmer Parker Boudreaux en lui disant tiens, calme-toi mon ami. Alors que Parker, tu le vois, il est vraiment dans un espèce de tolard à moitié énervé qui est capable de détruire n'importe quoi. Et deuxième chose, Joe a cette réaction que moi je trouve très bonne. Quand il est poussé, il n'est pas énervé, il est mort de rire, il est hilar. Et concrètement, moi je trouve encore une fois que cette scène, ce personnage est très intéressant dans son approche, dans sa construction et dans ce qui a été fait. Moi je trouve que c'était très bien et je trouve qu'il dégage une forme d'inquiétude dans son propre personnage. Dans son propre personnage, on ne sait pas ce qu'il pense. Alors certes, il dévoile des choses, des idées, etc. Comme quoi le ring est un endroit dangereux. Il faut qu'on fasse attention à ce que le ring soit un endroit de sécurité. C'est très bien. Mais concrètement, il est dans un monde. Je trouve ça très très bien. Et ça se trouve, on va découvrir que Joe Gacy, au final, c'est un taré qui était dans un asile, qui est sorti de l'asile, et qui au final, peut-être, ou alors qu'il a été illuminé, peut-être, alors je sais que ça paraît un peu saugrenu, peut-être que Joe Gacy est la réincarnation d'un ange, d'un dieu, d'un démon. Le démon est très... le diable est séduisant en fait. Et ça se trouve, Joe Gacy est un diable à lui tout seul. Ça peut être une idée aussi. En tout cas, très intéressant comme personnage à développer. Et je trouve que c'était vraiment très sympa par rapport à ça. Ensuite, donc, après ça, on va parler rapidement, voilà, on va parler de Mandy Rose. Donc, qui s'est exprimé par rapport à donc, les Toxic Attraction qui se sont exprimés. Et qui ont donc parlé notamment, alors il y a Gigi Dolin, Jessie Rain, si je me souviens bien, Jessie Jane, qui vient. Il y a aussi bien sûr Mandy Rose qui s'exprime également. Et concrètement, moi j'ai trouvé alors la semaine dernière j'ai trouvé que le segment était comme qui dirait naze, pour la simple et bonne raison que Mandy Rose était quand même avait l'air de réciter un texte et c'était quand même assez gênant. Là, Jessie Jane, Gigi Dolin et Mandy Rose ont l'air d'avoir expliqué les choses. D'ailleurs, la phrase de fin où elle dit notamment qu'importe la couleur, qu'importe la hair colors, black, yellow, pink, etc., etc., et qu'à la fin elle te sort, je reste quand même la bitch, là tu te dis, ah ouais quand même, ah ouais quand même, Mandy qui arrive à sortir du trash talk comme ça, et ben j'ai envie de dire c'est très bien. Voilà, Mandy qui avait peut-être besoin de se perfectionner, notamment du niveau des segments. C'est vrai qu'en face, elle avait du mal à exister. Là, elle est revenue, elle a fait une grosse impression, la petite Mandy, et je trouve que Mandy, vous voyez, c'est un très intéressant. Et là, je suis quand même étonné, voilà quand même un choix de l'avoir envoyé à NXT, est plutôt très judicieux, parce que le fait de l'avoir envoyé lui a permis notamment de développer ses capacités. Et là, c'est beaucoup mieux. Ce qu'elle a proposé là à ce moment-là, et ben c'est pas mal. C'est pas mal. Alors je sais que vous allez me dire, après Mandy, faut pas se leurrer, hein. Elle est quand même assez âgée pour du NXT. Elle a 31 ans. Maintenant, c'est vrai que la division féminine a du mal à se reconstruire. Je veux dire, à part Corey Jade, les autres sont très très âgés. Alors, c'est pas une injure, attention, hein, c'est pas en train de dire que faut des personnes un peu plus jeunes, mais si tu veux vérifier la génération de demain, il te faut quand même des lutteuses qui ont quand même entre 25 et 30 ans. Et là, je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, est-ce qu'on faudrait pas mettre Liv Morgan là-bas? Liv, elle a un potentiel de dingue. Elle a quand même un potentiel. Alors de dingue, non, j'ai peut-être un peu fort, mais elle a quand même un gros potentiel. Elle dégage des choses, elle est très aérienne, elle bosse, mais elle a du mal elle se cherche. Et quand certains me disent qu'il faut qu'elle gagne le Queen of the Ring, je me dis que c'est pas possible. Moi je me dis, peut-être que ce qui aurait été intéressant, c'est que Liv aille du côté de NXT, se perfectionne, développe ses capacités, et qu'elle y revienne 1 ou 2 ans après. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Parce que pour moi, elle est trop juste, Liv. Et là, Mandy, tu la vois arriver, elle a l'air tellement badass, tellement, pour reprendre son terme, tellement bitch, et honnêtement, c'est génial.
J'adore son clan, j'adore. Moi qui étais vraiment. J'adorais. Franchement, je trouve j'étais comme ça, je fais. Et honnêtement, là, elle vient de me. Franchement, j'étais au taf. Je regardais la vidéo et je faisais. Putain. Et quand je travaille, moi je travaille bien sûr, mais il faut pour pouvoir me faire décoller de l'écran, pour pouvoir me décoller de ce que je fais, il faut vraiment être impactant. Une prise, quelque chose. Ah, j'ai un moustique. Et concrètement, voilà. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai adoré le segment en question. Ensuite, on va parler rapidement voilà, de Zoe Stark, Yoshirai. Alors, leur match, j'ai trouvé assez. Alors, c'est dommage d'ailleurs que je vais quand même pousser un petit coup de gueule. Euh, franchement, alors la petite Saleh, euh, franchement, ça devient quelque peu pénible de devoir à chaque fois la voir, elle affronter. Donc, c'était Persia Pirota qui affrontait Sareh à Marie Miller. Alors, ça, t'as pas pris le tombé. Mais concrètement, j'ai quand même beaucoup de. Sareh, à un moment donné, ça va, elle va pas prendre des tombées toutes les 3 secondes. Je sais pas, à un moment donné, il faut peut-être lui donner un petit quelque chose. Par contre, au niveau des matchs, moi j'ai trouvé que. Alors, au niveau du segment, Indy Hartwell et Perota qui te demandent un match par équipe, ok, pourquoi pas. Sauf que là, à ce moment-là, j'ai envie de dire attention parce qu'il y a quelques semaines, il y a à peine 20 minutes, il y a quand même les deux là, de la Toxic Attraction qui le fait et tu ne réagis pas. C'est la première chose. Et alors après, quand Zoe Stark et Yoshirai sont venus, j'ai trouvé ça exceptionnel. Tu vois Yoshirai qui fait t'aimes pas toi, t'aimes pas toi. Et après Zoé qui va, elle regarde Zoé et elle fait moi je. Mais non, c'est bon, c'est pas peine de le dire. Et elle fait je t'aime pas non plus. Et j'ai fait c'est génial. Ces deux-là, c'est Yo, c'est l'inverse de Riddle et Orton en fait. C'est-à-dire que Riddle et Orton, ils sont ensemble, et tu sens qu'ils se disent ah, Orton il se dit ah, c'est un petit voilà, c'est un petit gamin, mais je l'aime bien. Yoshirai, elle assume totalement qu'elle supporte pas Zoé, elle aime pas Zoé Stark, mais au final, elle se dit ben Zoé, c'est cool. Voilà, je suis avec elle, je gagne mes matchs. Et au final, moi je me dis, je sais pas comment ça va se finir entre les deux. Est-ce qu'il va y avoir un turn d'un des deux, d'une des deux? Mais si demain Yoshirai fait un turn et frappe Zoé Stark, je vais me dire, même tellement pas étonnant. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'important. Mais il y a un truc, ça revient notamment. Par contre, il y a un truc que je voulais revenir. Il va falloir quand même commencer. Alors, parce que là, ils sont en train de booker totalement les ceintures par équipe féminine de la WWE. C'est bien. C'est bien, franchement, c'est cool. Mais en fait, tu te rends compte que Yoshirai est tout simplement WWE Women Tag Team Championship. Parce qu'à un moment donné, si tu la laisses toute seule, tu es obligé de l'envoyer pour, pour le titre féminin. Soit tu la mets là, soit tu la fais pas lutter. Comme que ça. Il reste toujours l'absence d'Akota Kai. On ne sait pas où elle est. Dakota Kai aujourd'hui, elle a perdu contre Raquel Gonzalez, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Frankie Monette qui était là la semaine dernière, qui a perdu contre Corey Jade, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue cette semaine. Alors j'imagine que voilà, ils font un petit turnover. Il y a Indy Hartwell et Persia Pirota. Alors, Persia Pirota, on la connaissait pas avant, mais le problème c'est que là, quand tu regardes. Encore les garçons, t'as quand même des arrivées. T'as quand même Braun Breaker, t'as quand même Joe Gacy. Et puis il y a quand même des têtes qui commencent à peut-être à te marquer. Joe Gacy, moi, il m'intéresse. Van Wagner, on va le reparler, on va en reparler d'ailleurs, c'est intéressant. Tu prends par exemple Carmelo Hayes, commence à devenir intéressant. Tu prends Braun Breaker, intéressant aussi en manière de, avec sa manière d'être, l'air un peu leader des petits nouveaux. Odyssey Joe, pas Odyssey Jones, son pote là, comment il s'appelle? Chase, quelque chose Chase, je me souviens plus de son prénom. Dame Chase, je crois. Lui aussi, très intéressant. Mais le problème, c'est que, à part Latch Legend, et l'animatrice, vous savez, qui commence à commenter, etc. Et sinon, ça reste quand même un peu léger. Persia Pirota, qui finalement est là sans être là, ça reste trop léger pour les filles. Il va falloir quand même développer de la féminine. Parce que tu peux pas continuer. Parce que, je veux dire, tu continues à considérer que NXT 2.0, les garçons, ils ont fait évoluer et qu'au final, les filles, ça reste encore trop juste,
Là, ça reste quand même d'être un petit peu gênant. Alors après, tu peux considérer qu'une division féminine, tu prends tes petits, tu prends les anciens, etc. Mais là, ça reste quand même. Alors après, certains vont me dire, oui, mais regarde Indy, on la connaissait pas avant. Regarde Zoé, c'est encore une petite fille. Ça allait, on l'a pas vu trop longtemps. Alors sans doute, et je suis totalement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, quand on voit Meko Taro-sama, à un moment donné du côté des NXT UK, j'ai envie de te dire, ça changera rien. Mais là, attention. Voilà, je mets un petit bémol, je me dis attention les gars, ne soyez pas plus débiles que vous êtes. Ma caméra fait encore n'importe quoi, voilà. Mais voilà, moi en tout cas c'est mon point de vue là-dessus. Je trouve qu'il n'y a pas assez de nouveautés pour la division féminine. Alors par contre les garçons il y en a, hein, clairement. Ensuite on a eu donc ah oui bon là, oh oui comme d'ailleurs en parlant de nouveautés, on va parler rapidement voilà de Harvey Nice. Ah oui donc des Diamond Mine donc qui étaient là. J'ai pas trouvé leur enfin alors ils ont fait un double match qui était proposé. Le speech était sympa, mais bon, moi j'ai alors certes la fille j'ai compris. Le fait que Harvey Nine simplement s'en prenne à la demoiselle dont j'ai oublié le nom, la démolisse en quelques minutes et pour ainsi dire c'est pour montrer sa puissance, je suis d'accord. Par contre, pourquoi Green? Pourquoi Creed? Il aurait fallu. Alors, certes, ça peut faire venir Kushida. Et après. Je trouve qu'il n'a pas trouvé ça très intéressant. Un peu dommage. Je veux dire, Harvey Niles se suffisait à lui-même. Là, j'ai eu le sentiment quand même de pas trop savoir où il voulait en venir. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs, là maintenant que les Hit Row vont partir, il va peut-être falloir trouver un nouveau clan pour avoir les Legado de Fantasma. Pas 36 clans là. Celui-là. Hein. Alors, le problème c'est qu'il est heal aussi. Est-ce qu'on considère que les Legado de Fantasma tourneront face et finalement bah, il va y avoir les Diamond Mine qui vont affronter les Legado de Fantasma face? C'est une idée. Parce que là, Santo Escobar, justement, on va revenir là-dessus aussi. Santo Escobar, je sais pas trop ce qu'il va faire, là, clairement. Mais voilà, en clair, je suis quand même une petite interrogation dans le sens où je trouve que cette équipe, elle est prometteuse, clairement. Il y a quand même des choses qui se sont greffées pour pouvoir faire quand même. Je pense que de toute façon, la WWE a envie justement de créer une sorte de Undisputed Era 2.0 avec notamment de la féminine, avec notamment une équipe, etc. etc. La mayonnaise prenne. Ça, c'est une autre histoire. On va terminer rapidement avec les autres matchs. Alors, les autres matchs, alors pour ce qui s'agit de Von Wagner qui était avec Kyle O'Reilly, donc qui a fait face à Rich Roland et Pete Dunne. Match assez passable. On a trouvé ouf. Mais après, ce qui est quand même gênant, c'est que certes, les matchs que je vous ai cités auparavant, les trois matchs qui étaient proposés, les deux matchs et les segments qui étaient proposés, les moments avec Indy Hartwell étaient pas mal en soi. Mais c'est vrai que les matchs de rookie, c'est-à-dire les matchs qui ont été proposés, et notamment ont été proposés, je pense notamment à Grayson Waller qui faisait face à Duke Hudson, je pense notamment par exemple Julius Creed qui faisait face à Ikemen Jiro. Ouais, pourquoi pas, mais sans plus. Il y avait alors Zion Queen contre Malik Blade. Moi j'ai trouvé que c'était quand même un match à sens unique. Ça reste. En fait, c'est un peu le problème de NXT. Alors, pour moi, en fait, peut-être l'erreur que fait NXT, c'est d'avoir voulu ramener beaucoup de monde. Sauf que moi, ce que j'aurais fait, j'aurais mis 4 mecs, 4 filles, et je les aurais fait travailler comme ça. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'à vouloir ramener beaucoup de monde, il y a des lutteurs qui se perdent. Diane Quinn, c'est un très bon lutteur. Honnêtement, moi, je trouve qu'il a un côté très stiff, intéressant. Malik Blade, je sais pas qui c'est. Alors, est-ce qu'on a voulu faire développer Malik Blade? J'en sais rien. Diane Quinn, c'est un très bon lutteur, très sympa, très sympathique. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le découvrir. Prenons le cas, par exemple, de Ikemen Jiro. Plaisantin, qui a l'air de se la jouer un peu. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de faire lead gogol, j'ai envie de faire. Ouais, c'est très bien.
Mais Ikemen Jiro, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il va apporter? Il n'y a rien. Ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu gênant. Et puis, il y a aussi, par exemple, Duke Hudson. André Chase, par exemple, vous voyez, Chase, par exemple, on voit que c'est le mec un peu professeur. Grayson Waller. Moi, je connais pas. Pas développé, j'arrive pas à savoir ce qu'il est capable de faire. Ça fait beaucoup de choses. Voilà, Duke Hudson, on l'a vu, il fait du poker. D'accord? Quel est le rapport avec son match, etc. Oui, il y a trop de choses. Il y a trop de choses et je pense que ça manque un petit peu de des choses comme ça. Voilà, c'est mon avis là-dessus, encore une fois. Après, il y en a qui vont me dire que j'ai tort, que j'ai raison. Mais je pense qu'il faut... va peut-être falloir commencer, peut-être... Ils ont peut-être voulu voir très grand, en mettant plein de gens. Et le problème, c'est qu'on est dans une période de transition où tu as les anciens de NXT qui sont encore là, et tu as les nouveaux de NXT qui doivent faire leur nid. Alors, il y en a, ça marche. Joe Gacy, il fait progressivement son nid, mais parce qu'il est mis en avant. Braun Breaker, il est mis en avant. Duke Hudson, déjà, on commence à se demander qu'est-ce qu'il fait là. Attention. Là, John, il va falloir quand même qu'on sache qu'est-ce qu'elle fait ici. Je n'ai pas compris pourquoi son utilité concrètement. Donc voilà. Je pense que ça va venir au fur et à mesure, mais voilà. Ensuite, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de ce show? Bah, c'est un bon show. C'est un bon show, honnêtement. Si vous êtes là pour regarder ce que vous avez envie de regarder, c'est-à-dire, par exemple, on voit par exemple Joe Gacy, Tommaso Ciampa, c'était très bien. Le speech de Mandy, c'est rare que je le dis, mais il était très très bien aussi. Tu prends par exemple quelqu'un comme le main event était très très bien. Euh, il y avait quand même les trois moments intéressants étaient là. Bon, Indy Hartwell, Persia Perrotta et tout le reste, c'était rigolo. Moi j'ai bien éprouvé, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai, il y a quand même des gros vides. Des vides qui sont malheureusement pas compensés parce qu'on n'arrive pas à adhérer à ces personnages. Et attention, si vous voulez que la lutte professionnelle on arrive à faire, c'est comme ça que ça marche. Il faut que le public soit avec vous. Si le public n'arrive pas à être avec vous, il n'y arriverait pas. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Bon show en tout cas, je vous invite bien sûr à le regarder si vous avez envie de regarder. En tout cas, c'était un show très réussi, très construit et honnêtement, moi je suis plutôt content pour ça. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien évidemment, si tu as aimé ce que j'ai dit, mets-moi un pouce bleu. Si jamais tu n'as pas aimé, bah dis-moi ce que tu as préféré, pas aimé, et voilà ce que tu n'as pas préféré, etc. Bien évidemment, mets-moi un pouce bleu, partage la vidéo, montre-la à tes amis. Et bien sûr, abonne-toi et mets la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.